car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça veut dire que tu m'aimais bien. Vous êtes au commissariat principal de la ville de Marseille. Tu me fends le cœur. Tu entends, Décurion? Tu me fends le cœur. Bonsoir Marseille, est-ce que ça va? Ouais. Non, encore plus s'il vous plaît. Bonsoir Marseille, est-ce que ça va? Ouais, trop bien. Oh là là, ce premier rang de folie. Merci. Moi, c'est Donia. Je suis ravie de vous accueillir au premier enregistrement en public de Demain Marseille. Moi, je suis persuadée de 3 choses. La première, c'est qu'on vit dans une ville de ouf, dans tous les sens du terme. Voilà. Effectivement, il y a plein de problèmes. Je pense que je n'apprends rien à personne, même des choses qu'on pourrait qualifier de dinguerie, hein, si j'utilisais un vocable qui n'est pas vraiment de mon âge. Mais il y a aussi des fous qui ont une autre vision et des fous qui se sont donnés comme objectif de résoudre ces problèmes en proposant des choses qui sortent de l'ordinaire. Et moi, j'adore discuter avec ces fous-là. La deuxième chose dont je suis persuadée, c'est que l'humour pourrait sauver le monde. Ou en tout cas... Vous connaissez ça? Voilà. C'est quand on veut applaudir, mais tu vas faire encore plus de bruit que ça. C'est quand on est d'accord. C'est des trucs militants. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc la deuxième chose, c'est que l'humour pourrait sauver le monde, mais à minima, l'humour pour moi peut mobiliser différemment et donner envie aux gens de s'engager. Et puis la troisième chose dont je suis persuadée, c'est que les argumentaires en 3 points, c'est relou, voilà, mais que ça permet de canaliser des bavardes comme moi. Voilà. Alors, Demain Marseille, qu'est-ce que c'est? Demain Marseille, c'est un média pour découvrir les personnalités qui se bougent et les projets qui dessinent le futur de la ville. Après une première saison de 8 épisodes, je me suis rendu compte que ce qui faisait le plus écho, c'était d'informer en divertissant et donc de raconter des conneries pour donner de la vraie info en même temps. Et que ça permettait de mobiliser encore plus et encore mieux. Et c'est en partant de ce constat que j'ai voulu lancer ces enregistrements en direct qui vont mixer différents univers donc une interview décalée, un peu de stand-up et l'idée c'est de faire en sorte que tout ça soit cohérent. Je suis complètement sortie de mon texte, évidemment. Non, je n'ai pas lu cette phrase, voilà. Donc, Demain Marseille, à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, c'est ce fameux podcast enregistré en public qui aura lieu régulièrement, je vous en dirai un peu plus après. Et le thème de cette première soirée, j'ai l'impression d'annoncer un César, là, ce sera Marseille, capitale de l'interculturel, point d'interrogation. Pardon. Avec des invités de folie, donc Gabriel Giraud pour le stand-up et Philippe Pujol pour l'interview. Merci d'être là et d'avoir accepté cette invitation alors que vous ne savez pas ce qui va se passer, puisque moi non plus. Voilà. Donc ce que vous allez voir, c'est une espèce de podcast spectacle, un podcast. Voilà, on va appeler ça comme ça. L'idée, c'est de découvrir des projets et des personnes incroyables, de rire, de jouer, d'apprendre des choses en même temps. L'idée, c'est de mixer un peu tout ça. Et c'est une première, donc je vais vous demander de prendre le meilleur. Voilà. Comme c'est un podcast, on pourra couper s'il y a des... voilà. Hein. En revanche, c'est enregistré. Donc, il faut que vous soyez au taquet. Voilà. Parce que je vous rappelle que effectivement, c'est un podcast sur Marseille, mais sur les plateformes de podcast, ça passe au national. Hein. Donc, il faut qu'on montre qu'à Marseille, on sait mettre le bordel. D'accord ? Voilà, très très important, il faut que vous soyez au taquet. Pour mieux comprendre qui j'ai devant moi, juste par applaudissement, qui a déjà écouté ou lu Demain Marseille ? Ok. Ok, donc mon mec est dans la salle et il n'a pas applaudi. Voilà. Voilà, je suis... Ouais, il a... Ouais. Voilà, maintenant je sais. Qui est venu par le biais de la newsletter Demain Marseille ? Ok. Comment est-ce que tu t'appelles ? Oui, Magali. Comment est-ce que tu es arrivée jusqu'ici ? Via le podcast, Instagram. Ok. En fait, ça sert les réseaux sociaux. Qui est venu pour Philippe Pujol ?
Voilà. Bon. Voilà. Bon, j'aimerais bien un jour avoir cette aura-là. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Et qui est là contre sa volonté ? Ça va. Ok, bon, c'est cool. Ok. On va donc démarrer avec une stand-up. Avec du stand-up, ça va être une espèce de première partie, mais qui fait partie intégrante du spectacle. Et donc, vous allez avoir un rôle actif à jouer. Vous croyez que vous êtes là juste en spectateur ? Non. Plus vous donnez et plus vous allez recevoir. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus sonore possible. D'accord ? Il y en a qui rigolent en silencieux. Ici, on est à Marseille. D'accord ? Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de silencieux. Et en plus, je vous ai dit, c'est enregistré. Donc, bordel. OK ? Enregistré, bordel, c'est bon ? Okay. Qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose est drôle ? Oui, j'ai mis des comédiennes au premier rang. Voilà. Ok, donc montre-moi comment tu rigoles. Voilà, ok. Et montrez-moi tous comment vous rigolez à 3, 2, 1. Ok, génial. Tu peux t'arrêter de rigoler. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand une blague est absolument sensationnelle ? Super. Et donc moi je prône un Marseille plus solidaire. Donc s'il y a une personne qui commence un applaudissement, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Très bien, très bien, très bien. Très rapidement, je me présente en quelques mots et puis ensuite j'inviterai Gabrielle à venir. Moi j'habite à Marseille depuis 10 ans et j'adore cette ville. Vraiment, je l'adore profondément parce que pour moi, c'est une ville qui en a absolument rien à foutre du regard des autres. Voilà. La preuve, c'est qu'à 2 pas d'ici, il y a un immeuble de bureaux qui s'appelle le World Trade Center. Voilà. Ça pose de problème à personne ici. Voilà. C'est ça que j'adore. Et je suis quelqu'un d'assez engagé dans ma vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte, le jour où je me suis rendu compte que j'étais éco-anxieuse, c'est parce que j'ai eu un petit garçon et je l'ai appelé Noé. Voilà. Et voilà, voilà, je vous laisse voilà. Je vous laisse avec l'image. Et donc, on l'a appelé comme ça parce qu'il va trouver une solution au réchauffement climatique. Voilà, hein, parce que c'est mon fils quand même. Eh bien, je crois qu'on est chaud pour écouter Gabrielle. Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, alors je vous demande de faire bordel, taper des mains, taper des pieds pour la plus marseillaise des stand-upeuses, Gabrielle Giraud. Faites du bruit pour Dounia, s'il vous plaît. Merci les amis, ça fait plaisir. Quel plaisir d'être là. Franchement, faites du bruit pour toute la team d'Urban Prod, Donia, Philippe Pujol. Faites du bruit pour vous. Ça fait plaisir. Alors, moi je suis marseillaise, donc je suis très heureuse d'être invitée à un podcast spécial Marseille. Est-ce qu'il y a des Marseillais et des Marseillaises ce soir ? Ok. En vrai, peu importe d'où on vient, est-ce qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que Marseille c'est une ville de zinzin ? C'est la seule ville de France où tu peux acheter le journal, l'ouvrir et tomber en gros titre sur Marseille. Des voisins se battent à coups de hache et de pagaie. Et ça n'étonne personne, d'accord ? Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne dans cette ville. La dernière fois, j'ai vu une pharmacie, elle était fermée. Sur la porte, il y avait un mot. Dessus, il y avait marqué « Fermeture exceptionnelle ». Joule au Vélodrome. Joule, c'est un délire, c'est le nouveau maire de Marseille. On est d'accord ou pas ? C'est un truc de fou, il est partout, ce gars. La dernière fois, je vois une ambulance passer. Sur l'ambulance, il y avait marqué « Ambulance Sérénité ». L'ambulancier, il écoutait Joule à fond. Il regardait pas la route, le mec. Je te jure, il était là « Alors la zone ?» Et ça, t'y crois ? T'imagines le patient derrière ? C'est l'été, tous les jours, c'est samedi soir. C'est un truc de fou, cette ville. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a tellement de rats à Marseille qu'il y a un mec, il a inventé une marque de fringues qui s'appelle Racoste. Par applaudissement, il y en a qui connaissent cette marque ou pas ? Elle existe. C'est-à-dire que le mec, il a enlevé le crocodile, il t'a mis un rat, il était là, voilà. Non mais c'était pas compliqué, fallait y penser quoi, c'est tout. C'est un truc de fou. Il suffit de nous mettre dans des conditions météo extrêmes pour se rendre compte de la folie des Marseillais. Je sais pas si vous vous souvenez en 2009 quand il a neigé.
On n'a pas réagi normalement ce jour-là. Je suis désolée. Moi, j'habitais dans un boulevard en pente. Quand j'ai ouvert les volets, c'était les Jeux Olympiques d'hiver en bas de chez moi, d'accord? Les mecs, ils étaient là, ski de fond, raquettes, tir à la carabine. Frère, ça partait dans tous les sens. À peine réveillé, mon père, il m'a enfilé les skis, les moufles. Il m'a poussé du haut du boulevard. Il était là, vas-y, Macabou! Montre-leur! Comme ça, le boulevard. Moi, j'étais entre la neige, le béton. Je prenais de la vitesse. J'étais là. Et j'entendais mon père derrière, il était là. Jette-toi par terre, jette-toi. Intense. Les mecs, ils ont quand même pris des poubelles qu'ils ont tirées au milieu de la route. Ils ont mis de la neige dessus pour faire un tremplin. Et ils étaient là. Tarpène de sensation. Très intense, Marseille, très intense. Mais là, je vous parle de conditions météo extrêmes, c'est exceptionnel. La neige, il neige jamais à Marseille. Plus fréquemment, on a le Mistral. Le Mistral, c'est un délire, d'accord? Si t'es pas un minimum en alerte un jour de Mistral, tu veux faire un tour au Calanque, tu finis au quartier nord, d'accord? On marche pas quand il y a du Mistral, c'est vrai, on lutte. La dernière fois, j'ai vu un mec à l'arrêt de bus, il a mis 20 minutes à s'allumer son joint un jour de Mistral. Il était comme un fou, le mec, d'accord? Il était là, putain, la conne de sa mère, putain. Frère, quand il a enfin réussi, il a voulu cracher, il s'est pris un retour de molar sur le Lacoste, frère. Le temps qui capte. Allez, merci. Merci. Le temps qu'il capte son joint entièrement consommé par le vent, peu cher. Le temps qu'il se raconte sa grand-mère. Le bus, il lui était passé devant. Voilà, fin de l'histoire. Non, moi, je suis née à Marseille. C'est une ville qui m'a vu grandir et que j'ai vu changer. Vraiment, je trouve que ça a changé ces derniers temps. Marseille, de plus en plus. Il y a énormément de gens qui viennent visiter Marseille, de plus en plus de touristes. Là, avec la Coupe du Monde de rugby, la flamme olympique, les bateaux de croisière, les gens, ils arrivent par milliers, tu sais. Et tu les reconnais, les touristes à Marseille. Ils sont là, à Noailles. Oh, c'est des paysans. Oh, et ça sent bon les épices. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, votre cannelle. Merci. Choukran. Qu'est-ce que c'est? Et tu sais, moi j'avais peur que ça change la mentalité des Marseillais. J'avais peur que ce tourisme de masse, voilà, c'est un peu cette course à l'argent un petit peu. J'avais peur que ça change notre mode. J'avais peur qu'on devienne speed. Je suis trop mignonne d'avoir eu peur de ça. Pour vous donner un exemple, l'été dernier, je suis en terrasse. La terrasse est blindée de monde. Tout le monde a chaud, tout le monde a soif. Au bout de 15 minutes, 0 serveur. Là, je regarde autour de moi et j'ai un eye contact avec une touriste et je capte que c'est une touriste parce qu'elle est blanche, coup de soleil sur les joues, iPhone 14 sur la table. Là, je me lève, je décide d'aller vers le comptoir et je vois que la dame, elle me suit, tu vois. J'arrive derrière le comptoir, ils étaient 3 serveurs. Je sais pas ce qu'ils foutaient, ils étaient là, ils essuyaient des pailles. Et tu sais, je lui dis bonjour monsieur, je vais prendre un iced tea s'il vous plaît. Allez, ça part, un iced tea pour madame. Bonjour, je vais prendre un chocolat chaud. Et un chocolat chaud en été? Non. Je vous mets un cacolac. Un cacolac. Wait, what is a cacolac? C'est un chocolat chaud mais froid, c'est pareil, va t'asseoir. Elle était là avec son cacolac à la fin. Mais c'est ça que j'adore chez les Marseillais, c'est les personnages des Marseillais. Moi, je viens d'une famille nombreuse, typiquement marseillaise. Et en fait, ils changent pas pour faire plaisir. Et ça fait plaisir. C'est vrai. Ça fait du bien. Quand Donia, elle m'a appelée pour faire 5 minutes de blague, je me suis dit, mais quel point commun je peux avoir avec monsieur Pujol? Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez des prix et tout. Moi, je fais des blagues, tu vois. Et en fait, je crois qu'on a un point commun sur nos métiers, c'est que pour les faire, il faut aimer les gens qu'on rencontre. C'est un peu un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Il faut les aimer, il faut aimer les écouter, aimer s'en inspirer. Et moi, je trouve qu'à Marseille, c'est un terrain très, très fertile. Et j'en profite d'être ici parce qu'en fait, vous avez été faits diversiers. Et je crois que pour faire des faits divers qui soient cool, il faut que ce soit impactant, assez court, facile à raconter, divertissant, exactement comme une blague, finalement. Et du coup, j'étais là, finalement, écoutez, j'ai peut-être ma place ici. Je voulais profiter d'être ici pour faire passer un petit message aux Marseillais et Marseillaises qui ont gardé leurs valeurs et qui n'ont pas changé pour faire joli. Ce soir, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Gabriel, reviens. On va pousser ça. Un max de bordel pour Gabriel. Aïe. Tiens, tu vas prendre celui-là.
Gabriel, merci d'être là, merci pour tes blagues. Gabriel, est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis justement ce sur quoi t'écris ? Je t'avoue qu'au début c'était assez j'avais 3 minutes pour faire rire ma toute première scène, donc je suis partie sur une histoire que je connaissais bien et que j'avais vécue avec ma tante qui faisait rigoler mes potes, donc j'avoue que je suis partie sur quelque chose de simple, efficace, et plus ça allait dans le travail d'écriture, plus je me disais que les espaces d'expression, il y avait aussi quelque chose finalement un peu politique là-dedans, parce qu'en fait, au travers de toutes ces vannes, il y a des petits messages subliminaux, et voilà, les graines sont plantées. Je suis pas une politicienne, mais j'aime bien quand même essayer de m'inspirer déjà de ma ville, de ce que je connais, de ce que j'observe, et puis ensuite d'essayer de relever des choses que je ressens et de voir un petit peu comment ça réagit et comment ça infuse. Exactement. Si Marseille c'était un personnage pour toi, Jules. Un personnage en général ? Non, mais écoute, tu sais quoi, la réponse était parfaite. En vrai, Marseille est pour moi, Marseille, c'est une personne. C'est une personne pleine de personnes. C'est une personne pleine de personnalité. Pour moi, Marseille, c'est une femme forte. Merci, Gabriel. Gabriel, je crois que tu as pas mal d'actu. Ouais, j'ai quelques actus. Je joue mon spectacle à l'Art du Théâtre. Je sais pas si vous connaissez, c'est rue Marengo, c'est un petit théâtre vers Castellane. Il y a mon spectacle là-bas en juin, le 9 juin et le 27 juin aux Bernardines. Aussi une date en juillet. Et puis, de toute façon, il y a mes réseaux, sur Instagram, c'est Gabriel Giraud. Voilà, et j'ai rajouté un petit 13 à la fin. Parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Et pour continuer, je vais te demander, Philippe, de venir avec nous. Et je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Philippe Pujol, s'il vous plaît. Merci, Julien. Philippe, je vais commencer par une petite chronique pour vous présenter. Je vais vous demander de ne rien dire pendant la chronique, mais si je dis des conneries, vous pourrez me le dire après. Hein. Donc c'est parti, Philippe Pujol, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau format de Demain Marseille. On a déjà eu l'occasion de se croiser, mais vous ne le savez pas parce que je n'ai jamais osé venir vous voir. Je n'ai jamais osé parce que, en tant que grande fan de votre travail, à chaque fois que je vous ai croisé et que j'envisageais de venir vous parler, les deux seules choses qui me venaient à l'esprit, c'était « j'aime beaucoup ce que vous faites » et voilà. Alors voilà, Philippe, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin que voilà, pour des raisons évidentes de quantité et de qualité de ce podcast. Non. Philippe Pujol, vous êtes né à Paris et vous arrivez à Marseille il y a 2 ans. Vous dites « mon seul regret, c'est d'être né à Paris ». Alors que, vu de ma fenêtre, le seul moyen d'être plus marseillais que vous, c'est de naître sur la pelouse du Vélodrome. Voilà. Gardez-le. Bon, accouchement de merde, mais abonnement au stade à vie. Vous passez votre enfance dans le quartier populaire de Saint-Mauron et vous liez d'amitié avec de plus ou moins bonnes fréquentations. Vous racontez. Un jour, j'étais avec des copains qui faisaient des tags. Des policiers sont arrivés, mes potes sont tous partis en courant. J'ai beaucoup de sang-froid, alors j'ai levé les bras en disant « c'est bon, ils m'ont rien fait !» Et ça a marché. Alors ouais, on peut applaudir. Clairement, on peut applaudir. Alors, du sang-froid, ok, mais quel panache! Le seul mec que je connais avec une répartie comparable, c'est mon pote Raph, qui se fait tout le temps emmerder dans la rue. Et qui a trouvé la répartie la plus efficace du monde pour arrêter de se faire emmerder, c'est « Pardon, je vous entends pas ». Après une maîtrise de biologie et un master de journalisme scientifique, vous consacrez votre carrière à un des plus grands mystères du monde scientifique, le fonctionnement de la ville de Marseille. Vous intégrez en 2003 le journal La Marseillaise et vous en devenez le fait diversier, donc mot que j'ai appris grâce à vous, je ne savais pas que ça existait. Vous dites que ce qui vous a le plus aidé dans votre métier, c'est le fait d'avoir une tête de flic tout en passant inaperçu. Des qualités qui auraient aussi pu vous mener vers le rôle de commissaire de police dans Plus belle la vie. Hein, mais regardez bien. Et, voilà. Ça a repris d'ailleurs, hein, si jamais.
Vous dites que le fait divers, c'est paradoxal parce qu'on le consomme comme du divertissement, alors que c'est bien plus politique que ce qu'on croit. Et c'est ce que je m'évertue à dire au sujet des dessins animés que regarde mon fils, notamment de la Patte Patrouille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un groupe de chiots qui protègent leur ville. Voilà, chaque chiot a une fonction, policier, pompier et boueur. Et dès que les habitants de la ville ont un problème, ils appellent la Patte Patrouille et la Patte Patrouille intervient. Dessin animé de droite, hein. Voilà. On parle d'une ville où les services publics ont été entièrement privatisés, remplacés par un chenil, hein, quand même. Hein. Bon. Pour revenir à votre vie, Philippe, après quelques déconvenues avec un préfet de l'époque, vous n'avez plus vos entrées à l'évêché, où vous aviez vos principales sources d'infos. Et pour continuer à alimenter vos articles, vous travaillez de plus en plus dans les quartiers. Tout ça vous inspire plusieurs séries d'articles qui seront primés, dont Quartier Shit en 2014, qui obtiendra le prix Albert Londres, qui est la plus haute distinction pour un journaliste francophone. Malheureusement, vous n'obtiendrez jamais de prix pour votre article Ricard ou 51, Anatomie d'un conflit larvé chez les bouddhistes de Roquefort-la-Bedoule, puisque cet article n'existe évidemment pas. Hein, voilà. Alors, Quartier Shit sera le point de départ de plusieurs ouvrages de référence sur Marseille et les rouages de sa politique, La fabrique du monstre et La chute du monstre. On attend avec impatience la sortie du 3e tome, Le monstre et le prisonnier d'Azkaban. Hein, voilà, vous nous direz. En 2018, vous écrivez une enquête journalistique sous la forme d'un récit d'anticipation sur le sujet de la santé qui s'appelle Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera. Enfin, craquera, à prononcer à la marseillaise, parce que craquera, on sait qu'il l'est déjà. Hein, voilà. C'était exprès ? Pour que les Parisiens disent cracra. J'adore. Un vrai récit d'anticipation, puisque vous imaginez qu'en 2040, le prénom Jean-Pierre revient à la mode pour les bébés, voilà, et qu'il y a un boulevard périphérique qui s'appelle la L3. Non mais, et quoi après ? Un système de transport qui couvre toute la ville, des logements décents pour tous, des politiques de différents bords qui travaillent ensemble. Non mais un peu de sérieux, monsieur Pujol. Hein, Alors, vous avez également réalisé des documentaires comme Péril sur la ville, sur le quartier de Saint-Mauron, Djellaba Basket sur l'islam et la jeunesse dans le quartier. Et plus récemment, dans Les yeux des miens, vous suivez des supporters de l'OM haut en couleur, avec en tâche de fond le stade Vélodrome comme ultime vecteur de mixité sociale dans la ville. Alors moi, je ne suis pas fan de foot, mais je suis fan des fans de foot. Et je crois que ce que j'ai préféré, c'est leur sens de l'accueil unique en son genre, puisqu'ils accueillent les gens avec un maillot du PSG transformé en paillasson. Voilà, j'adore. Et enfin, beaucoup plus récemment, vous avez cofondé l'association Marseille au pluriel, dont on va parler, qui se fixe comme objectif de valoriser la diversité culturelle pour construire une ville plus unie. Et après avoir raconté très brièvement vos 1000 vies en une, qui de mieux que vous, effectivement, pour créer ce lien. Merci Philippe, je vous remercie d'être là. Est-ce que j'ai raconté des conneries ? Pas trop, non. Ça va ? Je suis arrivé à l'âge d'1 an à Marseille, pas à l'âge de 2 ans. Ah non, mais effectivement, on divise par 2 le temps passé à Paris. Et je rappelle que mon père est marseillais, ma mère est corse. Mais à l'époque, pour trouver du boulot, il n'y a qu'à Paris qu'il y en a. Ou alors, il faut travailler à la ville ici, mais ils n'avaient pas les pistons pour. Donc, ils étaient à Paris. Ils se sont rencontrés là-bas, ils ont eu un Milo et je suis revenu ici. Mais comme Godin, Jean-Claude Godin, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai eu le prix Albert Londres, je rappelle que le prix Albert Londres, c'est l'équivalent du Hot d'or du journalisme. Hein, c'est un gros truc. Ou du Ballon d'or pour ceux qui sont plus foot. Comme quand j'ai eu le prix Albert Londres, il a fait l'enfant de la Belle de Mai a eu le prix Pulitzer. Eh bien, quand même, ça veut dire que je suis né à la Belle de Mai, puisqu'il l'a dit. Et quand Godin il dit un truc... Ah, si Godin l'a dit... bah. Donc, je suis né à la Belle de Mai. Enfin, en tout cas, symboliquement parlant, je suis né à la Belle de Mai. Ça suffira, quoi. Très bien. Et en plus, je suis pas né à la Belle de Mai, je suis né à Saint-Mauron. C'est vrai que même quand il dit des conneries, Godin. C'est vrai. Je n'avais pas particulièrement prévu d'en parler, mais du coup, est-ce que vous voulez dire un mot sur... Écoutez, il y a quelqu'un qui est parti, qui est important pour cette ville, incontestablement, à qui j'ai promis de ne pas dire du mal après sa mort. C'est-à-dire, on en a parlé, on s'entendait bien, ça peut paraître bizarre. On avait démarré tous les deux en 2017 un film sur lui, où je filmais tous les jours Jean-Claude Godin pour Netflix. Et un jour, un Américain quelque part a dit « Too much Marseille », ça s'est arrêté. Les images, je les ai données à Gilles Roff quand il a fait son film pour France 3 sur Godin, plus tard. Et c'est quelque chose qui est dommage. Je m'entendais bien avec Jean-Claude Godin. Il acceptait totalement que je lui tape dessus, que je le griffe. Et il aimait bien les gens qui avaient un peu de courage et qui allaient au fond des choses. Et après, il savait se défendre aussi. Attention, il a tenté des trucs. Il m'a fait un truc une fois
où au début je perds, à la fin je gagne. Je venais d'écrire son portrait pour la revue 21, où dedans je lui mettais pas mal quand même. Et notamment le fait qu'il répète tout le temps en permanence, il répétait tout le temps à la virgule près, hein, c'était vraiment un acteur. Hein. Il attend le jour où il y a les vœux de la presse. Il sait très bien que les journalistes à Marseille ne s'entendent pas entre eux. Donc, il me fait venir devant tous les journalistes et il est sur un strapontin. Et moi, je suis tout petit en dessous. Et je le regarde en dessous. Et il me fait « Alors, il paraît que vous dites du mal de moi. » Et là, d'abord, j'étais comme un petit de 11 ans. Le premier truc que j'ai fait, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et je me suis rendu compte, dès que j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait, que c'était pas bon comme stratégie. Et il a démarré, on m'a dit que, et là je l'ai coupé. On coupe pas un merde. Hein. Je fais, attendez, vous auriez mis des étés au rue d'Aubagne. Des étés, vous mettiez des étés, il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun problème, on n'en parlait plus, il n'y avait rien du tout. Des étés. Et là, il fait semblant, c'est un acteur, il fait semblant de se mettre dans une énorme colère, il devient rouge, mais il n'est pas en colère après moi, il est en colère après ses services. J'ai mis 10 ans, je l'ai toujours dit, tout ça. Et après, moi, il me dit, vous pouvez aller continuer à dire ce que vous voulez. Je m'assois, il me regarde et il me fait un gros clin d'œil comme ça. Voilà, il aimait ça, quoi. Il aimait ce côté, tu ne te laisses pas faire, mais tu as de la répartie, il aimait bien ça. Régulièrement, hein, quand je le croisais dans la rue, Gaudin. Pourtant, c'était pas un type souvent dehors, mais moi, j'allais jamais vraiment à sa rencontre. Quand je le croisais, il me fait, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il a toujours rêvé de m'acheter. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et moi, je disais rien, j'ai rien, j'ai besoin de rien. Ce qui n'était pas vrai, j'avais besoin de trucs. À aucun moment vous vous êtes dit... Non. Mais c'était le procureur d'Alest, il disait tous les journalistes, tout le monde est achetable. Il disait le tout c'est de savoir le prix. Et à chaque fois, j'étais encore fait diverser, je n'étais pas connu. À chaque fois, je faisais moi, c'est un sandwich au saucisson. Parce que comme je travaillais à la Marseillaise, je trouvais que c'était cohérent un sandwich au saucisson. Je trouvais que c'était pas mal. Quand on faisait des réunions, il y avait que du saucisson. Donc pour moi, c'était. J'ai découvert ce concept des apéros de la Marseillaise. Ah ouais, j'ai des enregistrements dantesques. Un jour, je les sortirai. Hein. C'est-à-dire que c'est des réunions, ce que j'appelais les réunions sauvant la Marseillaise. Ça fait à peu près 80 ans qu'ils font ça, ils ont 80 ans cette année. Donc c'est des réunions qui démarrent où on entend la machine à glaçons. Dans la Marseillaise ancienne, malheureusement maintenant c'est plus tout à fait pareil, chaque étage avait son bar avec la machine à glaçons, mais comme dans les bars de compétition. Et il y avait des quantités astronomiques de vin rouge qui arrivaient. C'est du rouge, hein, je précise. Hein. Et au fur et à mesure de la réunion, tu sentais que ça picolait dur et ça gueulait, ça braillait. Moi, je me régalais. Je n'enregistrais pas du tout pour faire des sales coups, mais pour garder ça, quoi. Et j'ai des enregistrements fantastiques de réunions, des réunions que j'appelais, moi, les réunions saucissons. Et il n'en est jamais rien sorti, sinon que le cholestérol, quoi, grosso modo. Philippe, est-ce que j'ai oublié des éléments qui sont importants pour comprendre qui vous êtes et votre rapport à Marseille ? En fait, moi, je viens vraiment des quartiers populaires. Et des quartiers populaires qui étaient quand même de l'époque de la culture populaire. C'est-à-dire, il y avait les communistes qui étaient là. Moi, mes parents n'étaient pas communistes, étaient de gauche, mais pas coco. Mais il y avait les communistes qui, en permanence, nous faisaient regarder des films. Il n'y avait pas Internet, hein, non, mais Internet, finalement, c'est pas vieux. Hein. Le Internet d'aujourd'hui, c'est 2015, grosso modo, 2010 pour les plus rapides, quoi. Mais sinon, on a tous grandi dans une époque où c'était plutôt le cinéma, un peu la télé. Moi, c'était la télé quand même. Et dans la rue, c'était vraiment les communistes. Donc j'ai eu Spike Lee, j'ai vu les premiers films importants et une culture populaire qui aujourd'hui a été complètement abandonnée, qui pose problème, qui pose un gros problème pour moi. Donc moi j'ai vraiment bénéficié de cette culture populaire, c'est-à-dire milieu populaire certes, mais culture populaire en même temps. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les bobos. Et pour moi, c'est pas ça. Bon, de toute façon, la plupart des bobos, c'est des intellos précaires. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout. Enfin, bobo, c'est bourgeois, bohème. Ouais. On parle plutôt de bohème en galère. Donc, c'est intello précaire. Et nous, à l'époque, c'était culture populaire. Et moi, je viens de cette culture populaire. Je regrette pas forcément la disparition du PCF, hein, même si je pense que c'est nécessaire qu'il y en ait un, sans jamais avoir été lourdement PCF. Mais cette culture populaire qui a disparu a emmené un petit peu les quartiers vers autre chose, et pas forcément quelque chose de mieux. Donc c'est la présence de structures, on va de dire, structures, c'est les communistes. Hein. De toute façon, les communistes, ils tenaient les assauts. Il y avait les curés et les communistes, hein, grosso modo, hein, et les pieds noirs. Et qui souvent étaient l'un ou l'autre. Hein. Donc c'était vraiment ces quartiers structurés comme ça. Et si je prends un quartier comme la Cabucelle, c'était même les prêtres communistes, c'était les prêtres révaux. C'est pas unique en France, mais il y en avait beaucoup quand même ici. Alors c'était pas à Saint-Maur-Jeté, c'était à Cabucelle, mais tout ça, des deux côtés, c'est parti, quoi.
Moi, je suis capable de plomber l'ambiance. J'ai plein d'histoires super dures. Ouais, je sais. Mais c'est pas par J'ai là. un truc, c'est que j'écris des livres sordides dans lesquels on rigole souvent. Là, le prochain que j'ai écrit, c'est le livre le plus sordide que j'ai jamais écrit, mais on rigole le plus. Parce que j'essaie justement de compenser ça. Je faisais ça quand j'étais fait diversier, justement. J'essayais totalement, tout le temps, de faire rigoler, de faire prendre conscience. Et je donne un exemple. Par exemple, des mecs faisaient des cons en quad. Je faisais tout le temps le titre n'importe quad. Tout le temps. J'ai fait 100% de mes articles sur le quad étaient titrés n'importe quad. Et certains s'en rendaient compte. Mais, donc c'était vraiment... pour moi, justement, comme je raconte la misère et l'horreur, généralement, il faut que je compense. C'est obligatoire. Je ne vais pas me forcer beaucoup. Ça me permet de préciser, si vous voulez en savoir plus sur la vie de fait diversier de Philippe Pujol, il y a un podcast absolument génial que vous avez produit vous-même. Non, c'est avec Programme B. Binge. C'est Binge qui a fait ça. C'est... la recette, c'est que je m'assois, je parle pendant 4 heures avec Thomas Rozek, donc le Ça présentateur. va pas durer 4 heures, hein, les gens. Voilà. Non, on se met d'accord sur une sorte de plan. Tous les deux, on fait un plan avant. Et puis après, on discute. Et il fait un montage. Et ça donne 8 épisodes, c'est ça, je crois. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a eu un bonus sur une vie qui fait diversier. Mais alors, je n'ai pas travaillé à l'avance. J'ai fait un plan, mais je suis en impro. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup à l'avance ce que je fais. Mes passages télé ou quoi que ce soit, je ne révise pas. C'est ce que vous m'aviez dit, on ne prépare rien. Non, voilà. Bon, moi, j'ai préparé un peu quand même, hein, je vous rassure. Donc, podcast qui s'appelle Désordre ordinaire. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vraiment, je vous le conseille chaudement. Philippe, j'habite à Marseille depuis 10 ans, moi, et j'aime bien dire que j'ai décidé d'être marseillaise. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être marseillais ? Alors, droit du sol, droit du sang, droit de la culture, ça ne veut rien dire. Marseillais, grosso modo, tu peux l'être à peine tu viens d'arriver, ou tu peux être depuis 50 ans et tu ne l'es pas. Marseillais, il y a quelques petites règles de base à comprendre, c'est que tout va être compliqué. Et donc... Il faut accepter, c'est compliqué. Le bon vieux, c'est compliqué. Et le pendant du c'est compliqué, c'est le m'en bat les couilles. C'est les deux pendants qui vont l'un avec l'autre. Parce que comme c'est compliqué, il vaut mieux s'en foutre. Mais en fait, il ne faut pas s'en foutre tout le temps, parce que sinon, ça nous attire dans des problèmes, etc. Donc, c'est une ville de mixité qui est née comme ça. C'est le mythe de Marseille, la fondation Gyptis Protis, un marin phocéen, c'est-à-dire turc, grec à l'époque, et une princesse celte, c'est-à-dire gauloise, qui vont se marier. Donc c'est l'union de l'Europe, la Méditerranée. Certains historiens vont dire que ça a vraiment existé, d'autres que non. Moi, je pense que ça a existé, mais on pense que c'est à Salon qu'ils se sont rencontrés vraiment. Bon, ça casse moins glamour. Ah, mais moins grave. Glamour. Ah, non, mais beaucoup moins glamour. Il y avait déjà l'avion sur le côté, comme ça, là, on se connaît. Et donc, il y a quand même cette mixité. Quand on est venu ici jusqu'à présent, à Marseille, les ancêtres, généralement, mais même tout récemment, on a fui la faim, la guerre ou la misère. Généralement, c'est ça très rapidement. Hein. Moi, ma mère, elle fuit la misère. Mon père, ça vient encore un peu avant. Et il y a une fuite du côté espagnol de la guerre. Donc, de toute façon, il y a quelque chose comme ça. Là, depuis peu, on a de nouveaux arrivants qui, eux, viennent parce que c'est instagrammable. Pour moi, ça ne me pose pas de problème en soi, même si j'ai un peu l'impression qu'on est en train de piétiner mon coin à champignons. Mais ça, en fait, ça ne t'appartient pas en réalité. Donc, en fait, ici, ce qui est important, c'est que ce qu'on appelle à tort le parisianisme, les Parisiens, mais qui les 3/4 du temps, ils ne sont pas parisiens, hein, ils sont de toutes les grandes capitales ou les villes mondialisées en Europe. Barcelone, Berlin, Milan, Bordeaux, Rennes, toutes les villes qui se ressemblent. C'est toutes les mêmes, pas forcément dans l'architecture, mais dans la manière de penser, la manière d'être, la manière de parler. C'est exactement. D'ailleurs, les accents sont proches. Cet accent un petit peu qui parle du nez un petit peu comme ça, mais qui n'est pas du tout un accent pointu parisien. Hein, c'est pas le titi parisien comme ça, pas du tout. C'est un accent comme ça qui peut aller jusqu'au comme ça. Mais ça c'est le cas extrême. Mais en tout cas celui comme ça, qui est un peu comme ça là, qui parle comme ça et où tu parles sans arrêt du baptême de Jean-Philippe, du mariage de. Bon, ça vous avez les mêmes dans toutes les villes d'Europe. Toutes les villes d'Europe. Ça, ici, tu vas pas avoir ça. C'est pas parce que c'est volontaire, c'est parce qu'ici, on n'a jamais pris ce train-là. On n'a jamais réussi à le faire. Tout comme je considère que Jul fait la musique qu'il fait parce qu'il n'a pas réussi à faire la vraie musique. Et donc, il a fait celle-là.
Mais je pense vraiment. Et après, Ah, un le côté combat. créatif. Non, mais et après, un côté créatif. Non. En plus, moi, sur Jules, je connais. Il y a la mythologie, il y a la réalité de ce qu'il est. En plus, moi, je l'ai connu. J'ai connu son impresario. J'en dirais pas beaucoup plus. Mais voilà, il y a une mythologie autour du bonhomme et il représente Marseille aujourd'hui, un Marseille. Et d'ailleurs, les seuls qui disent c'est Marseille bébé aujourd'hui, ce sont les Parisiens. C'est une manière de se montrer marseillais. Mais la question, est-ce que tu es Marseillais Oui, une fois que tu as pigé qu'ici, c'est pas une ville mondialisée, dans le sens où c'est pas une ville où tu suis les codes. Et donc les codes, ils sont un peu complexes, ils sont divers. Il y en a ceux qui vont être très de l'ordre du comorien, du corse, de l'algérien. Puis après, il y a le commun dans tout ça. Il y a quand même un commun important. C'est-à-dire qu'on est unis dans nos différences. On sait qu'on est différents, c'est ce qui nous unit. C'est con, hein. Et ça nous permet, ça, on a un vocabulaire commun, mais ça, c'est pas propre à Marseille. Les Corses vont l'avoir, les Ch'tis vont l'avoir. Nous, on a les Strass. Dès qu'il y a un nouveau arrivant, on lui fait une formation marseillaise et il met quelques temps pour que ça vienne, pour que ça rentre. Et moi, mon mot préféré, c'est méfie. C'est tout simple. Hein. Moi, ce que je préfère, c'est le méfie, tout simple. Parce qu'on te regarde comme ça, on te fait méfie, ça suffit. Hein, t'as pas besoin de beaucoup plus. Alors qu'il y a plein de trucs qui sont des insultes. Mon préféré, c'est le méfie. Mais il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est symbolique. La réalité, c'est qu'il faut accepter ici une différence importante et accepter aussi qu'il y a des choses chiantes. Voilà, le mec, tous les bouquins que tu racontais, là, qui te font chier sans arrêt, mais qui sont sympas, que tu adores, qui sont dans mes livres. Je les adore, mais c'est des bouquins quand même, quoi. Et on en a plein sur le Vélodrome, on en a partout. Et nous, moi, je suis toujours le bouquin de quelqu'un. Moi, je suis le bouquin des élus. Et chacun a son bouquin, quoi. Et en fait, on s'aime bien, comme moi, j'aimais bien Gaudin, comme il m'aimait bien, finalement. Toi, ton insulte préférée, Gabriel? Je dirais Montvier. Ah ouais. Un classique, un efficace. Voilà, classique, Ouais, efficace. C'est Mais méfie, j'aime bien. Le méfie, il est simple. Méfie. Moi, j'aime bien les Strass aussi. Les Strass, c'est quand même bon, quand même, parce que c'est dur de dire, oh, c'est une Strass, lui. Parce qu'il y en a des choses derrière. C'est une Strass, normalement, c'est une serpillière. C'est une voiture en très mauvais état, par exemple. Mais petit à petit, ça devient quelqu'un qui est une Strass. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les Strass? C'est physique ou c'est à l'intérieur de lui-même? C'est pire. Un mix des deux. Et moi, je trouve que c'est dur. Quand on dit que quelqu'un, c'est une Strass, c'est dur. Souvent, c'est vrai, mais c'est dur. Je l'avais jamais entendu, mais je... Les Strass, quand même. C'est pas tant le mot, c'est la façon de le dire, moi, qui me faut que fait. ce soit une Strass. Oui, si c'est juste une Strass, ça va pas le faire. Faut que ce soit une Strass. Voilà. C'est bon, vous avez bien retenu l'accent, ouais. Donc Marseille, c'est cette culture. Est-ce que c'est une culture en tant que telle et comment est-ce qu'on la définit au-delà de ce qu'on est en train de se dire et si c'est une culture, est-ce que l'OM est vraiment un passage obligé? Non, en fait, Marseille, c'est de la tendresse et de la mauvaise foi en même temps. C'est des gens qui sont très gentils et parfois ils sont un peu roublards, un peu menteurs. En fait, Marseille, c'est une ville, comme je disais, de gens qui viennent un peu partout, plutôt des galériens. Et donc, comme c'est une ville qui a attiré principalement les misères du monde, c'est une ville de gens qui sont, alors je vais faire de la psychologie un peu de comptoir, mais c'est des gens qui sont dans des complexes d'infériorité. Complexes d'infériorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, d'où tu viens, t'étais une Strass. Donc, il est temps maintenant d'être quelqu'un. On est entre Strass, donc ça va le faire. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui ont un complexe d'infériorité, ça donne des gens qui s'expriment fort, qui parlent beaucoup et qui parlent que d'eux. Donc c'est très marseillais. Et par contre, qui vont avoir une certaine tendresse et qui vont avoir aussi une écoute et une acceptation de l'autre. Même si l'autre, tu peux pas te le blairer. C'est même si l'autre, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Soit dans son comportement, soit dans son physique ou d'un truc. Mais ça va marcher quand même. Parce que, de toute façon, c'est les milieux populaires qui sont comme ça. Ce qu'ils n'arrivent pas toujours à comprendre, ceux qui viennent d'arriver, qui eux arrivent avec des codes souvent de bienveillance. Je déteste ce mot parce que ce qu'on y met derrière est souvent très dur. Et avec ces codes de bienveillance, des fois, il y a une incompréhension. Donc, voilà la question que j'ai oubliée. Mais en tout cas, j'ai donné la réponse du début de la question. C'est déjà pas mal. J'adore. Du coup, d'ailleurs, dans ce fameux podcast, vous dites qu'on vous a donné un conseil quand vous avez commencé en tant que fait diversier, c'est si tu veux pas qu'on te parle, il faut pas arrêter de parler. Ça, c'était Montana, il était trop bon, Montana. Montana, il parlait tout le temps, il disait n'importe quoi. Montana, c'est un personnage. Godin, c'est un personnage, mais Montana, c'était un Godin augmenté, c'était un Godin 2.0, ou plutôt... je sais pas, 0.0. Enfin, on pourrait faire un podcast de ce type qui le mériterait. Et quand il me mettait les pressions pour que j'écrive pas, j'enregistrais, je rigolais tellement, il me disait fais ce que tu veux, c'est bon. Et
il disait tout le temps n'importe quoi, mais vraiment. Mais je me disais, il se rend compte quand même. Et il me voyait rire. Et puis après, il me fait, tu rigoles. Puis je dis, tu rigoles. Mais si tu veux pas qu'il parle, là, il y a ceux qui veulent le mondial. Lui, il organisait le mondial à pétanque marseillaise, qui rapporte de l'argent, qui est important. Donc il dit, il y a France 3 qui le veut, il y a RMC qui le veut, la Provence qui guette. Si tu veux pas qu'il parle, eh ben tu parles. Et moi, il faut que je tienne 20 minutes, eh ben je dis ce qui me vient. Et il avait raison, ça marchait. Et le mondial, il est toujours à la Marseillaise. Philippe, j'ai un petit garçon qui a 3 ans et dès sa première semaine d'école, il est rentré avec une petite chanson. Allez l'OM, Paris à la poubelle. Voilà. Est-ce que l'identité des Marseillais doit nécessairement se concevoir contre les autres et particulièrement contre les Parisiens ? Alors là, c'est très intéressant. C'est ce qui fait que j'avais oublié la fin de la question. Donc je vais pouvoir rattraper la fin de la question et reprendre là. J'y reviens quand même. L'Olympique de Marseille, on n'est pas obligé d'aimer le ballon. Il y en a plein qui ne comprennent rien. Par contre, il faut comprendre que c'est important pour cette ville. Au moins ça. Et puis, il faut aller au stade une fois de temps en temps. Mais pas pour regarder des chèvres qui, de toute façon, ne gagnent pas. Il faut regarder... en fait, une sorte de catharsis populaire. D'un seul coup, les gens vont être heureux, tristes ensemble, en colère. Enfin, il va y avoir un niveau d'émotion qu'on n'atteint jamais autrement que dans un stade. Alors nous, au Vélodrome, mais ça va être dans le cas dans d'autres stades. Et puis nous, c'est très très puissant. Il y a d'autres stades comme ça en Grèce, il y a quelques stades, évidemment en Amérique du Sud, mais en Europe, il y en a très très peu, où il y a une telle intensité. Et donc ça, c'est extrêmement fort. Rien que ça, il faut le vivre, il faut le montrer aux enfants. Moi, j'ai mon fils qui aujourd'hui est très grand, mais la première fois que j'ai allé au stade, il n'avait pas compris que le spectacle, c'était le ballon. Il avait 5 ans. Et donc, il était là, il regardait partout. D'un seul coup, miracle, on marque. Et donc, il voit des adultes se congratuler, s'embrasser, qui ne se connaissaient pas. Il a trouvé ça trop cool. Tu as 5 ans. À 5 ans, les enfants, ils se prennent dans les bras, mais pas les adultes. Donc lui, il avait emmagasiné que les grands, là, ils se prennent pas dans les bras. Et d'un coup, ils se prennent dans les bras. Et il voulait le déclencher. Alors, chaque fois qu'il y avait un petit tacle, un truc qui se passait, que le public faisait « Oh !», lui, il voulait qu'il y ait but. Donc, il se levait, il faisait « Ah !» Il voulait lancer un but. Ça n'a pas marché. Sinon, on l'aurait gardé. Il serait devenu lanceur de but. Mais... Et ça voulait dire à quel point c'est important. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petit, c'était les quarts de virage, ça n'existe plus, c'était les populaires, mais où on ne prenait pas d'abonnement. Et donc, tu payais rien et tu te retrouvais à rien voir du match, mais tu avais cette ambiance. Mon père m'avait amené, j'étais tout petit, 5-6 ans, et j'entendais un enfant derrière moi qui criait « Tiens, enculé, tiens, enculé !» Je trouvais ça trop bon, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais que ce n'était pas possible. Et je me retourne, c'était une toute petite mémé qui criait ça. Sûrement celle qui faisait la voix de Tom Sawyer, mais j'en suis pas sûr. Et quand je l'ai vu, mais j'étais trop content. J'ai dit, on a le droit de dire des gros mots ici. Et on a le droit de dire des gros mots. Et après, la question Paris, en fait, c'est symbolique. On a le centralisme parisien. Paris, c'est le pouvoir central. Tu veux faire des spectacles, tu veux faire des films, tu veux monter des entreprises, tu passeras par Paris. Tu n'as pas le choix. J'ai fait mon année parisienne comme informaticien. Mais on passe tous par Paris. Pas forcément pour le pire, hein, ça peut être sympa, hein, attention, c'est une jolie ville aussi. C'est une ville qui est devenue invivable à cause du coup, mais c'est une ville agréable. Mais il n'y a rien de possible sans Paris. En plus, comme on est un pays centralisé, jacobin, c'est les francs-maçons, les jacobiens, c'est autre chose. Mais bon, c'est pareil. Et donc, les Parisiens, c'est le symbole du pouvoir dominant, qui est celui qui est dans un complexe de supériorité, alors que nous, on est dans un complexe d'infériorité. Donc, évidemment, on va chercher de l'anti-parisianisme, et qui va s'exprimer à travers le sport populaire, le football. Mais ce qui a été créé assez récemment, hein, c'est fin des années 80. Avant, on était contre Bordeaux. C'était la guerre Marseille contre Bordeaux. C'était Bordeaux la bourgeoise et Marseille la populaire. Et le conflit, c'était Marseille-Bordeaux. Et c'est quand Canal+ reprend Paris qui crée avec Tapi le conflit dans le foot Paris-Marseille, qui depuis est installé. Et installé des deux côtés. Parce qu'il a C'était une stratégie marketing, quoi. Une stratégie marketing forte qui a très bien marché, qui aujourd'hui a trouvé écho dans ce qui existait déjà. Sur le parisianisme, quoi. Je vais donner un exemple, la cagole, la fameuse cagole. Cagoulin, ça veut dire, c'était le tablier que portaient les ouvrières marseillaises du textile. Et elles étaient écrasées symboliquement par les parisiennes. La parisienne était discrète, très belle, avec son allure suffisait, il n'y avait pas besoin des attributs des femmes. La marseillaise a dit, moi je vais faire l'anti-parisienne.
Donc c'est devenu la cagole. Elles ont été surnommées la cagole. On pense aussi que cagole, ça veut dire la merde aussi. Donc c'était pas toujours cagole, ça veut aussi dire ça en provençal. Donc on pense aussi que la bourgeoisie marseillaise les a appelées les merdes. C'est pas. Donc il y a une des deux versions qui est vraie, peut-être les deux. Et en tout cas, les cagoles se sont mis à mettre la poitrine en avant. Et puis qu'elle soit grasse, pas grasse, grosse, petite, maigre, rien à foutre. L'important, c'est de mettre ça en avant, de parler avec un langage populaire et d'être sexuellement agressive. Sauf qu'elle se faisait quand même mater, d'où le maquillage. Mais c'est vrai tout ça. C'est-à-dire que les hommes ne laissaient pas passer ça non plus. Les Marseillais, là, je ne parle pas des Parisiens. Mais c'est contre le parisianisme que les cagoles vont exister. Les cagoles, et là, c'est même pas une blague, c'est Kim Kardashian 200 ans avant, quoi. C'est vraiment, toujours un temps d'avance à Marseille. Là, pour ça, on a un temps d'avance. De toute façon, on prend tellement de retard la plupart du temps que comme c'est cyclique, il y a un moment, on est devant. Ah, j'adore. Philippe, c'est qui vos icônes marseillaises à vous? Alors, Gabriel, toi, tu nous as dit finalement Jul, hein? Jul, j'aime ce qui transmet aux jeunes, j'aime ce que ça donne et j'aime voir les gens rassemblés. Donc s'il y a quelqu'un qui rassemble les gens en ce moment, c'est bien lui, franchement. Oui, c'est vrai. Après, icône marseillaise, moi j'en ai plein, mais je vais te dire Fred, ma tante, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher Fred, ta tante, qu'on voit comme personnage dans ton spectacle. Exactement. Qui est un sacré personnage. Exactement. Philippe, c'est qui vos icônes marseillaises? Je préfère Jules Verne, moi, Jules. Du terre-terre à la zone. Mais non, les icônes, il y en a... Iso, même si je ne suis pas un grand fan de l'écriture d'Iso, je suis content parce que j'étais dans son bureau à la Marseillaise, c'était un ancien à la Marseillaise, mais il a amené quand même ce populaire réalisme, c'est-à-dire raconter les milieux populaires et au plus près, au cœur de ça. Après, je ne suis pas un fan de l'écriture, moi. La manière d'écrire, je ne suis pas... Ouais, c'est pas spécial, c'est pas terrible, tout simplement. mais je suis pas fan. Et après, il a amené ça quand même, par exemple, donc c'est quelqu'un d'important. Après, des icônes, Fernandel, c'est con, mais Fernandel, il a été important pour Marseille. Il jouait justement ce côté Marseille, la populaire, qui vient de l'opérette. À côté de ça, avec Paris la bourgeoise, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà importants. Serge Scotto, celui qui faisait les opérettes, j'écoute pas d'opérettes, mais c'est des gens qui ont eu une importance. Ça, c'est pour aller chercher celui du passé. Par exemple, je suis pas Pagnol, moi. Je suis pas contre Pagnol pour autant, mais je suis pas Pagnol. Par contre, je suis Giono. Giono, pour moi, c'est un grand. Pagnol, c'est un local. Et pour moi, Giono, c'est Céline, c'est l'équivalent, quoi. C'est immense. Donc pour les écrivains, ça va être cela. Puis après, on a eu quand même... Bon, je pense que Guédigan, il mérite d'être là. Et Carpita, si vous n'avez pas vu Le Rendez-vous du Quai, c'est le film qui a été interdit en France le plus longtemps. Il fait un film qui se passe en 1956, pendant que les dockers de Marseille empêchent les armes de partir vers l'Indochine. Et lui, il en profite, il se jette dehors et en profitant de ce décor-là, il fait une histoire d'amour au milieu de tout ça. Donc il y a une vraie histoire et une fausse histoire en même temps. Et il va quand même être celui qui fait que Ken Loach va se mettre à faire du cinéma. Quand il voit Carpita, il dit « moi, je veux faire ça ». Donc Carpita, pour moi, est un mec aussi très important, pas assez connu. Et Le Rendez-vous du Quai, il faut se procurer, vous le téléchargez illégalement assez facilement. Et c'est quelque chose de... faut le voir, c'est un film des années 50, il ne faut pas s'attendre à avoir du Netflix. Mais c'est très très bon, quoi. Ça raconte un Marseille, et ça raconte déjà le Marseille d'aujourd'hui avec tout ce que je vous dis là, quoi. Donc allez, je vais choisir Carpita. Okay. Je sais pas quel signe il aurait fait Carpita, un C, un A, comme ça. Alors, pour rebondir là-dessus, je vais vous proposer un jeu. Du coup, une petite virgule. Philippe, j'ai cru comprendre que vous écoutiez du hip-hop, mais certainement pas Jul. Donc, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Un jeu qui s'appellerait le J, c'est le P. Voilà. Et donc, je vais dire des citations. J'essaie de m'y mettre un jour, parce que comme beaucoup de gens écoutent, je me dis à un moment, c'est même pas mon goût, savoir si j'aime ou si j'aime pas. Bah, au début, ça me faisait honte, c'est-à-dire j'avais honte, mais j'ai senti les gros progrès du bonhomme quand même. Donc comme j'ai senti les progrès du bonhomme, je suis respectueux. Et quand j'entends certains trucs, je me dis la honte est partie, maintenant pourquoi pas. Et puis de toute façon, il remplit 2 stades Vélodrome coup sur coup. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire. Il y a des gens qui écoutent. Donc moi-même, j'essaie d'écouter.
Et donc, je vais prendre des citations. Et, Mais je vais être en bois, hein, moi et j'écoute de l'américain, c'est tout. Et vous allez me dire dans le public si Philippe a dit ces phrases, si c'est le P ou si c'est le J. Ok ? Alors, la politique, c'est comme la prison. On doit s'afficher pour marquer les clans. C'est le P. Ça m'a fait encore hier où une élue vient me voir et devant tout le monde m'embrasse en me disant « Comment tu vas ?» La mort de Godin. Elle me prend comme ça pour bien montrer qu'elle me connaît et elle marche comme il faut en prison. Quand tu rentres en prison, on vient avec toi, on marche avec toi pour dire « Il est avec moi, je suis là, vous lui cassez pas les jambes. » Mais je lui file à Jules cette phrase sans problème. Hein. Franchement, il y en a plein qui pourraient clairement être... Bon, je dis rien. Quand il pleut des balles, ça ne sert à rien d'avoir un kawaii. Le J, c'est le J. C'est le J, mais clairement, vous auriez pu dire ça. J'aurais cherché un truc plus subtil. Je pense que si on me laisse 3-4 minutes que sur ça, je trouve mieux. Mais c'est quand même. Mais quand même. Quand même, il y a eu l'idée, pluie, kawaii, c'est... Dans la même phrase ? Non, c'est beau quand même. Quand on entend le mot bac, on ne pense pas au diplôme. Je confirme. C'est le P. Mes enfants m'appellent le P, hein, Ah. ou le pape. À Marseille, tout se décide dans la fumée. Même moi, je ne le sais pas. Je peux faire ça, hein, mais je pense que... Ouais, je pense. Je le pense en tout cas. Vous pensez que c'est pas vous ? moi. Et c'est le P. Ah ouais. Et c'est le P. Et la suite de la phrase, c'est « À Marseille, tout se décide dans la fumée et autour de la table d'un de ces innombrables cercles d'affaires. » C'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec moi-même. J'ai écrit 9 livres, hein. Alors c'est galère de se rappeler des... Donc peut-être que le public peut gagner plus rapidement que vous. Tout le monde veut sa palette, personne veut soulever des palettes. Le J, évidemment. C'est assez bon, ça, quand même. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça va ? Ouais. On valide, ok. À personne, elle ne ressemble. En plus, j'aime bien son caractère. J'adore Gabriel. C'est Jules. C'est le J. C'est le fois. J dans la chanson Ma Jolie. Je me la raconte, je connais pas du tout. Hein. Les armes, le buzz, le pouvoir, maintenant tout s'achète. Et c'est le J. C'est la phrase la plus intello qui ait jamais faite. Et en plus, elle est bien. Hein. D'ailleurs, il a raison, Jules. Le buzz, ça s'achète. J'irai pas plus loin. Il a raison. Il sait ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu sais sur lui que je sais pas ? Qui s'est pas fait seul. Il s'est pas fait seul. Bon, après, j'irai pas plus loin. Parce qu'après, comme il dit, il y a aussi les armes qui s'achètent. Donc, voilà. On fait des promesses, on vend du rêve, on éblouit, on gagne la confiance et on trahit. Et c'est le P. Voilà, comme quoi, vraiment, il y a... Ah non, mais avec, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, on m'a souvent dit que j'avais une écriture de rappeur. J'ai toujours été d'accord avec ça. Et avec de la punchline. J'avais même envisagé à un moment de faire un très gros texte parce que j'ai un copain à moi que vous connaissez peut-être, Sattler Artificier, Karim Adouche de la Funky Family. On était au lycée ensemble, on faisait du rock ensemble. Et il y a des cassettes quelque part où moi je joue à CDC et il chante à CDC. Donc... Et c'est très très bon, hein, je dois dire. Non, c'est très très bon dans le sens tu rigoles, quoi. C'est assez surréaliste. Et donc j'aurais bien aimé un peu avec lui, moi l'écriture, lui qui envoie, parce que moi j'entends ma voix. Il est jamais trop tard. Pardon ? Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, je l'envisage encore. Les armes ne sont pas faites pour aimer. Je laisse faire, moi je sais. Allez-y. Vous osez plus. C'est le P. C'est le P. Le choix de l'arme est une signature, la calache, celle de l'invincibilité.
Et c'est le P. Waouh. Wow. Une petite dernière parce que on est déjà bien à la bourre évidemment. Allez, 2 petites dernières. J'ai gagné de nombreux prix et j'en suis très content, mais je ne suis pas le meilleur joueur du monde. J'ai pas dit ça. Non. Ah. Parce que j'ai pas gagné de nombreux prix, donc ça peut pas être moi. Quelques-uns. Et c'était ni le P ni le J, c'était le Z. Ah ouais. Mais là, on est à autre chose. Zidane, tout à fait. Là, on est au-dessus. Et la dernière, est-ce que Pujol a dit « J'ai connu tous les milieux, les affaires, le spectacle, le sport, mais je n'ai jamais vu un monde aussi dégueulasse que la politique. » Waouh! Ah, mais bravo! Vous auriez pu dire. Montana, il m'avait dit « Ne va jamais voir Tapi. Il te croque instantanément. Tu le détestes quand tu rentres, tu sors, il t'a conquis, c'est dans la poche. » Et j'avais écouté, j'étais jamais allé le voir, il voulait me voir, j'allais jamais. Je dis, Montana, s'il m'a dit ça, c'est que ça doit être vrai. Parce que, et vous aviez peur d'être conquis par le personnage? Ah oui, je me suis dit, s'il me dit ça, le petit, là, c'est que c'est ça. Le petit Montana. Merci Gabriel, je vais te Avec libérer. grand plaisir d'être sur ce canapé. Je te remercie pour l'invitation. T'avais reconnu toi tous les J et les P, toi? J'avais reconnu, oui, mais c'était pas évident et c'est vrai que c'était un beau. Ça le fait. Un beau lien, ouais, entre vous. Ça me fait plaisir. Je vous laisse tchatcher. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Philippe, on est aussi là pour parler d'interculturalité et notamment de Marseille au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet de Marseille au pluriel et nous raconter comment est-ce que Marseille au pluriel va transformer la ville? Vaste programme, transformer la ville. Est-ce que c'est bien nécessaire de transformer la ville par ailleurs? Mais ça, c'est un sujet, on serait nombreux en désaccord. Pour moi, transformer la ville, améliorer la ville, pour moi, il faudrait plus qu'elle ressemble à ce à quoi elle a déjà ressemblé. C'est-à-dire un peu plus d'égalité sociale, un peu plus de culture populaire. Pour moi, c'est primordial. Et attention, quand je dis culture populaire, ça ne veut pas dire une culture de blanc qu'on m'a donnée. C'est absolument pas ça. Depuis tout à l'heure, en rigolant, on parle de Jul, mais le hip-hop et toute cette génération-là, et la culture populaire d'aujourd'hui, et c'est important. C'est heureusement qu'ils sont là, heureusement. Et donc Marseille au pluriel, c'est une association qui est née il y a à peu près 1 an. Je ne vais pas citer tous les noms parce que je vais en oublier, ça ne sert à rien. Mais on est quelques-uns à avoir constaté quand même que la société française, pour parler que d'elle, commence à avoir des désaccords entre groupes, que ce soit des groupes religieux ou des groupes politiques ou des groupes sociaux. Et que Marseille résistait jusque-là à cette situation et c'est en train un peu de se dégrader. Alors dans l'assaut, il y en a qui vont dire que c'est totalement dégradé. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je pense que c'est juste en train de se dégrader. Donc on n'est pas encore dans un état de dégradation absolue. Cependant, pour moi, il y a un modèle marseillais que j'ai un peu décrit tout à l'heure par le fait que, justement, unis dans les différences, pour simplifier le propos, qui fait que ce modèle-là, qui n'est sûrement pas unique au monde, mais en tout cas c'est celui qu'on connaît, le modèle marseillais, fait qu'on peut essayer de le promouvoir, de le mettre en avant. Et c'est ce Marseille au pluriel. Marseille avec un S, c'est comme ça que les anglo-saxons parlent de Marseille. Donc Marseille S, c'est le Marseille des Anglais, des Américains, c'est ce Marseille-là. Et nous, quand on rajoute le S, c'est pour montrer la pluralité qu'il y a dans cette ville. Et donc après, il y a déjà eu et il y aura encore toutes sortes d'actions. Évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours, c'est pas si simple, il faut toujours des sous. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, les idées sont là, les gens sont là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'idée, il y a plusieurs axes, il y a un DU interculturel. Donc un DU, c'est un diplôme universitaire, parce que l'AMU, l'université de Marseille, et Marseille-Aix, Aix-Marseille Université, il faut toujours dire tout bien. Je suis pas un communicant, moi, donc je fais beaucoup de conneries dans le sens... et donc Aix-Marseille Université est un des partenaires importants, et eux, ils ont créé, sous l'impulsion de Marseille au pluriel, un diplôme universitaire d'interculturel, où sera enseigné un cursus sur toutes les questions interculturelles. Alors l'interculturel, sans être un spécialiste, pour faire très rapide, J'allais vous poser la question. le pluriculturel, c'est qu'il y a plusieurs cultures qui cohabitent les unes avec les autres et qui s'ignorent. Le multiculturel, c'est qu'on est plusieurs de ces cultures-là
cohabitent, mais une des cultures essaye d'imposer ses normes, son cadre, et l'interculturel, c'est toutes ces cultures-là essayent de négocier un cadre commun, ce qui est pour moi le modèle marseillais. C'est-à-dire que moi je suis comorien, moi je suis corse, moi je suis algérien, et les Algériens ça se complique, il y a le Tchaoui, il y a le Kabyle, il y a toutes ces cultures différentes et on essaie d'avoir un cadre commun et Marseille a relativement bien réussi à faire ça. Et donc, le côté interculturel, c'est celui-là. Est-ce que c'est mieux que le multiculturel ? J'en sais rien. Moi, les anglo-saxons, ils sont multiculturels. C'est-à-dire, les cadres sont adaptés et je ne vais pas me porter de jugement, savoir quel est mieux. Moi, je suis du modèle marseillais et moi, je suis derrière le modèle interculturel. C'est ça que ça veut dire derrière ce mot un peu lourd de sens et qui peut être très vite mal utilisé aussi. Parce qu'il peut tout de suite y avoir les mots identité. Et les mots identité sont aujourd'hui sortis de leur sens. L'identité, c'est le mot identitaire qu'on entend aujourd'hui. Alors qu'en fait, le mot identité, c'est qu'est-ce qu'on est culturellement, j'ai envie de dire généalogiquement parlant, etc. Et donc, Marseille au pluriel a déjà fait ce DU, je vais faire une version courte. On a fait une biennale, une première édition d'une biennale des femmes sur les questions de l'éducation. Et donc, cette biennale consistait à chercher ce qui s'appelle les valeurs centrales de cohésion, c'est-à-dire en quoi on est tous d'accord les uns les autres, et on va réfléchir à dans quelles valeurs on est d'accord. Il y a des méthodes, il y a des techniques, c'est rigolo à faire, et ça fait que derrière tu te rends compte que tu es capable d'être un peu d'accord de temps en temps. Et que c'est possible. Alors quand tu sors, ça ne va pas révolutionner le truc, tu as déjà pigé que c'est possible, tu vois que c'est possible. Et à partir de tout ça, on a rédigé une charte de l'éducation qui a inspiré aussi de ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a des travaux très sérieux, très longs, avec des grands spécialistes qui ont été faits, notamment pour l'ONU, pour l'UNESCO et pour les Nations Unies. Et donc, de là, on a sorti une charte qui aujourd'hui est signée chaque jour, j'espère, régulièrement, par, pour le moment, non pas des personnalités, mais des institutions. Donc, il y a eu l'AMU, il y a eu la Chambre de commerce, il y a eu Kedge il n'y a pas longtemps, et on espère qu'il y en aura d'autres. Et le but, c'est pas que ce soit signé uniquement, parce que finalement, signer, ça n'engage à pas grand-chose. Il y a régulièrement des choses de signer, mais qu'on essaye de trouver des solutions par rapport à des problèmes existants. Et donc, après, Marseille au pluriel, pour moi, doit passer une autre vitesse, on en discute. Pour moi, doit réussir à faire du contenu sur l'interculturel. Et pour moi, je ne sais pas du contenu du jus de cerveau, même si j'ai rien contre le jus de cerveau. Mais moi, ma méthode, c'est de passer d'abord par le terrain et du terrain raconter le social, le sociétal, tout ça. C'est comme ça que je travaille. Donc moi, je suis pour ce mode de travail, passer par le terrain, raconter social. On peut très bien faire l'inverse, passer par en haut et incarner par le terrain. Là, pareil, je n'ai pas de jugement de valeur, j'ai une méthode. Et pour moi aussi, il y a quelque chose que j'aimerais porter, qui n'est pas à gagner. Moi, c'est pas directement lié, mais là, je vais sortir un livre dont le sujet principal sont les vulnérables et comment les vulnérables sont attirés par tout ce qu'il y a de néfaste dans ce monde, dont les trafics de stupes, dont les réseaux de prostitution, dont aussi un certain monde politique ou même un monde économique légal qui va se servir des vulnérables. Et moi, j'espère qu'au Marseille au pluriel, avec l'aide là pour le coup d'institutions, parce que là, il faudra de l'argent, j'aimerais bien qu'on monte un observatoire des vulnérabilités, c'est-à-dire faire une liste des vulnérabilités qui sera infinie, c'est-à-dire tu ne t'arrêteras jamais d'avoir des vulnérabilités, c'est un travail infini, puis des vulnérabilités un jour disparaîtront. Il y a des vulnérabilités, il y a des vulnérabilités du passé. Certaines maladies qui étaient des vulnérabilités qui fait que ta vie allait être compliquée ont disparu grâce à des vaccins, tout ça. Donc il y a des vulnérabilités qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. Et pour moi, c'est pas les faire de façon statistique, ça existe déjà, mais de les faire de façon narrative, c'est-à-dire les raconter à partir de cas incarnés. On prend un cas d'une personne qu'on anonymise et on raconte en podcast, en texte, en film, mais alors là, ça coûte beaucoup d'argent, et on raconte ces vulnérabilités, on les classe par typologie de vulnérabilité, et ensuite on remet ça, ou on soumet ça à des gens qui sont susceptibles de travailler sur ces vulnérabilités. Pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on mette en place, mais c'est assez ambitieux, déjà dans un projet ambitieux, de mettre en plus un autre truc ambitieux, mais je pense que là, si on a un axe communication dans le sens information, et un axe en plus travail sur la vulnérabilité, on va à la fois travailler à faire du lien, les valeurs centrales de cohésion, et à la fois qu'est-ce qui nous désunit, et ce que moi j'appelle les vulnérabilités. Et j'espère vraiment que je vais contribuer à faire rentrer ce mot de vulnérabilité, qui n'est pas de la faiblesse.
C'est-à-dire quelqu'un d'ultra-violent et quelqu'un de vulnérable, dans le sens sociologique, psychologique du terme. C'est-à-dire quelqu'un d'ultra-violent sera utilisé par un réseau de stupes. On va dire, toi, tu es super, tu es ultra-violent, viens prendre la coque sans arrêt et va tuer ce mec. Et d'un seul coup, le vulnérable a une utilité. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut pas dire que tu es... Souvent, c'est compris à l'envers. On dit vulnérable, putain, il a tué 12 mecs. Oui, mais il est vulnérable quand même. Et notre rôle, moi, en tant qu'écrivain journaliste, et le rôle des politiques, le rôle des institutions, ça va être de savoir pourquoi on arrive dans ces situations-là. La justice doit condamner, c'est le rôle, hein, c'est normal. Mais derrière, on doit avoir comment faire pour qu'il n'y ait pas d'autres vulnérables. Et pour ça, il faut identifier le truc. En gros, je veux lutter contre le laxisme intellectuel. C'est-à-dire, on te parle d'un laxisme aujourd'hui, soi-disant sécuritaire, on te parle, alors qu'on n'a jamais été dans une société aussi sécuritaire et où il n'y a jamais eu aussi peu de meurtres. C'est fou à dire, mais il n'y a jamais eu aussi peu de meurtres en Europe. C'est jamais arrivé qu'on soit tombé aussi bas en meurtres. Et pourtant, on est dans une société ultra sécuritaire. Il faut croire que ça ne marche pas, puisqu'on veut toujours en mettre plus. Donc en fait, moi, je renverse le truc. Pour moi, le monde des bisounours, c'est le monde de l'ultra-sécuritaire. Vous vous rappelez les bisounours, pour ceux qui se rappellent, c'est ceux qui avaient ces nounours, mais c'est très important pour la suite, c'est ces nounours qui avaient des petits icônes sur le ventre. L'arc-en-ciel, tout ça. Donc, en gros, de la morale. Et ils allaient s'unir pour tuer des méchants. Le méchant, il s'appelait Cœur de Pierre ou Sans Cœur, ou le sorcier sans cœur. Donc, c'est vraiment le truc sécuritaire. Prenons des gens qui ont la morale qui vont aller attaquer les grands méchants. Mais pourquoi les fameux dessins animés. T'es méchant parce que voilà, celui-là, c'est un dessin animé, mais il sait ce qu'il fait, ce dessin animé, quand ils le font. Hein. Et après, on a renversé le truc. Ça va être deux babloches maintenant qui sont des bisounours parce qu'ils veulent qu'on réfléchisse un peu. Non. Le laxisme intellectuel et social est pour moi ce contre quoi on doit lutter d'urgence. Et j'aimerais que Marseille au pluriel y contribue. Après, il ne faut pas s'enflammer, ça va contribuer au truc. J'adore. Pourquoi est-ce que vous vous êtes associé à ce projet au-delà de cet observatoire des vulnérabilités? C'est-à-dire que vous êtes journaliste, auteur, vous êtes finalement, vous faites des documentaires, vous êtes finalement un observateur qui donne à voir le terrain. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous associer à un projet et d'agir concrètement? Moi, ça fait quelques années maintenant que j'observe et que je raconte de différentes manières, parce qu'il y a plein de choses. J'ai fait plein de petits podcasts qui ne sont pas dans des volumes comme ça, qui ont fait des choses. J'ai fait beaucoup de petits et gros trucs. Quand je dis petit, c'est par la taille, parce que moi, je mets de la valeur à tout ce que je fais. J'ai pas de... Je me dis pas, c'est un film Canal+, là je fais gaffe, c'est un truc... Je fais pas ça. Je le fais, quoi. J'essaie de bien faire. Et des fois, c'est moins bien que d'autres, mais j'essaie quand même à chaque fois de faire au mieux. Mais je suis toujours observateur et je suis toujours un peu moraliste des fois, malgré moi, que je le veuille ou non. Mais je dis, voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire là, faire attention à ci. Je suis quelqu'un qui prévient, qui alerte, mais... à un moment, je pense aussi qu'il faut essayer de s'impliquer et passer à l'action. J'avais la possibilité de faire de la politique et je serais aujourd'hui tranquillou, bien en place, sans problème, à des beaux postes. Ça ne m'a pas intéressé parce qu'il faut être fait pour. J'ai trop de respect pour la fonction de politique pour d'un seul coup me dire, tiens, je vais faire politique. Parce que c'est quelque chose, normalement, qui se pense longtemps à l'avance. Je suis de ceux qui pensent que les politiques doivent avoir un statut et que tu es homme politique pour longtemps. Tu peux pas. Tu nais homme politique? Je ne sais pas si tu nais, mais tu le deviens comme tu vas devenir. Tu peux le faire en cours de route, mais c'est une carrière. Faut pas rêver. Tu veux pas 4 ans et après on se tourne. C'est pas vrai ça. Peut-être au niveau local, dans un village, c'est faisable, mais à les grande échelle, c'est pas possible. Le temps de la politique est tellement long que ça peut être que des gens qui, de toute façon, ont une pensée d'abord politique. La politique, ça se fait d'abord par une idéologie, et ils ont tous ça au début. Ensuite, ça se fait par la conquête du pouvoir, où tu as les premières compromissions. Après, ça se fait par la pratique du pouvoir, et là, c'est vraiment complexe. Et après, tu as la conservation du pouvoir, et là, tu as les compromis. Non, d'abord les compromis, après les compromissions, j'ai inversé. On commence par les compromis, on finit par les compromissions. Ils vont pas si vite dans la compromission. Mais en fait, ce qui veut dire que la politique, c'est quelque chose de complexe. Moi, je veux bien qu'on leur tombe dessus, mais ils ont une présence dans la société en permanence. Ils sont en permanence au chevet des gens ou à l'écoute des gens. Et après, c'est ce qu'ils en font, hein. Mais que la plupart d'entre nous, on n'est pas capable de faire. Et donc, moi, j'ai pas eu cette envie de faire de la politique. Donc, je pars sur quelque chose qui se rapproche de ce que je fais déjà
et qui va vers... en fait, je suis devenu un notable. J'ai beau venir d'un milieu populaire, j'ai beau avoir des codes populaires que j'ai conservés et je prends bien soin de les conserver, je suis quand même devenu un notable, je le vois bien. J'ai quand même invité à la table des Macron, voilà, donc c'est pas... Ça fait quoi d'être invité à l'Élysée? J'ai des bonnes histoires, hein. Mais... j'ai des bonnes histoires. Après, et moi je suis plutôt quelqu'un de fidèle, Macron me dit, c'est pas le journaliste que j'invite à, c'est l'écrivain. Ça veut dire, en gros, parle pas tout de suite, quoi. Bon, et oui, le journaliste, il parle demain, l'écrivain, il a un peu le temps. Donc moi, je suis réglo. Quand on me demande quelque chose, je suis réglo. C'est ce qui fait que jusque-là, j'ai tenu, y compris avec, avec tout le monde, que ce soit les gentils, les méchants, les moyens, je suis réglo, de toute façon. Donc pendant longtemps, j'ai pas raconté. Mais là, il commence à y avoir des histoires qu'on peut raconter qui sont rigolotes, en version courte. Parce que celle-là, je peux la faire longue. Hein. Non. Mais il y a on est déjà... Castaner qui commence à faire un discours, à parler. Donc il y avait du monde, il y avait une quarantaine de personnes autour de la table. Et Macron avait compris que moi, j'étais celui, quand il voulait que ça parte, il se tournait vers moi, il me fait qu'en pensez-vous? Et moi, bon, j'y allais, j'étais pas monté pour rien, quoi. Et je suis le seul à avoir payé pour être là-bas. C'est-à-dire, j'ai payé ma place, parce que moi, j'ai pas d'entreprise. Donc c'est de ma poche que j'ai payé le billet et que j'ai payé l'hôtel et que je suis rentré. Tous les autres, ils ont fait ça aux frais de la boîte. Hein. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Et j'ai pas mangé pour la somme que j'ai payée, je vous le dis. Donc j'ai dit, je ne suis pas monté pour rien. Castaner commence à dire des trucs sur les dealers. On a attrapé 1800 dealers. 1800 dealers, mais il n'y en a pas 1800 en Europe. Tu vois, je veux dire de quoi il parle, quoi. 1800 dealers, le mot dealer, hein, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, le gars. C'est pas le gars du Café du Coin. Après, là, il venait en tant que... dealer. Hein. Donc, je commence à dire, vous attrapez que les petits gros et ceux qui ne courent pas vite. Et je commence à dire, vous attrapez que ceux qui ont trop fumé, les petits gros, tout ça. Et puis après, il veut me couper, et moi, je me mets à parler. Je ne m'arrête pas, je fais du Montana. Je ne m'arrête pas. Et là, Macron, il boit du petit lait. Et il faut savoir que quand tu es servi par des... Tu es à l'Élysée. Donc, c'est des repas, attention, tu as des tables incroyables. Je n'ai pas osé prendre de photos, parce que ça faisait un petit peu le gros bof qui prend ses photos, mais c'est assez incroyable, quoi. Et au moment où je me mets à parler, il rentre ce qui s'appelle des brigades, ceux qui servent. Et ils rentrent au pas militaire. Et moi, je suis en train de parler, on dirait un tyran soviétique. Je fais blablabla. Et tu as les gars qui rentrent au pas militaire, je les vois. Et au moment où je m'arrête, il y a un silence. Et tu as le patron des deux brigades, je ne sais pas comment ça s'appelle, le chef, le majordome, je sais pas comment. Il fait un geste et paf, ils se mettent à débarrasser toutes les assiettes, comme si c'était... Oh là, franchement, j'étais le roi, je failli me lever. Là, j'ai senti ce que c'était d'être un dictateur. Je me suis dit, ça doit être bon quand même. Ok, donc on est content que vous ne vous mettiez pas à la politique, Philippe. C'était pas mal. Non, mais donc, quand tu tiens un notable comme ça, malgré toi, que tu le veuilles ou non, tu es un notable, je le vois quand je vais quelque part, je vois que je suis un notable, eh bien, tu as un petit pouvoir. Et d'ailleurs, moi, je pourrais avoir un bien plus gros pouvoir, mais comme je veux garder mes codes populaires, je l'exerce peu. Et ben là, je l'exerce un petit peu. J'essaye de faire pour que ça aille dans cette direction, l'observatoire, des biennales, des trucs qui peuvent servir un peu à quelque chose. Après, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire « ça va tout révolutionner, on va tout changer ». Je ne peux pas dire ça, j'y crois pas moi-même. Par contre, que ça a une importance dans ce qui existe déjà, que ça donne de la matière à ceux qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire les institutionnels, les préfets, tous les gens et le politique, parce que moi je crois en eux. Je crois qu'il faut les surveiller, leur taper sur les doigts, mais en même temps je crois en eux. Et donc il faut leur donner une matière pour leur dire, les gars, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. C'est bon, c'est donné. Et donc, moi, pour le moment, je prends ce rôle-là. Ensuite, quand je serai beaucoup plus vieux, que j'arriverai plus à faire de reportages, de trucs comme ça, que j'aurai besoin d'argent, je prendrai un bon poste là dans une direction à la région ou un truc comme ça, ce serait bon, ça. Souvenez-vous, parce que ça va arriver. Hein. Une dernière question, parce qu'on a déjà explosé le temps. Donc, vous avez écrit un livre, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Marseille 2040. Donc, récit d'anticipation dystopique sur ce que pourrait devenir notre système de santé s'il craquait. D'ailleurs, livre que vous avez écrit en 2018, dans lequel vous avez prédit une crise sanitaire qui mettrait à terre notre système de santé. Voilà, vous êtes un peu écrit en 2017, publié en 2018. Un peu le Nostradamus marseillais, finalement, quelque part.
En fait, non, c'est parce que quand tu travaillais sur ce sujet et que tu interrogeais des spécialistes, ils savaient que ça allait arriver. Ils ne savaient pas quand, mais ils savaient que ça arrivait. Donc en fait, c'est un boulot de journaliste. C'est pas un boulot de devin, absolument pas. C'est parce qu'à un moment, j'interroge les bonnes personnes, ça revient. Et donc en effet, je choisis une grippe qui arrive de Chine et qui va décimer... Voilà, par hasard, comme de par hasard, une grippe qui arrive de Chine. Mais en termes de prévision, justement, si je fais appel du coup au Nostradamus marseillais, ça ressemble à quoi Marseille en 2040 si, pour le coup, il y a plus d'interculturel, si on devient tous Marseillais du même Marseille, ça ressemblerait à quoi, Marseille ? Moi, j'espère, par exemple, tout simplement qu'il y ait des structures type MUSEM dans les quartiers nord. C'est-à-dire que les gens des autres quartiers aient une raison d'aller dans les quartiers nord autrement que pour acheter du shit. Qu'ils aient une raison Moi, j'amenais déjà mes enfants au parc Athéna, que les 3/4 ne doivent pas connaître, dans les quartiers nord. Parce que, et moi, mes enfants jouent au rugby dans les quartiers nord. Je fais l'effort. Je ne fais pas un effort, d'ailleurs, ce n'est pas un effort. Je fais le choix de vivre déjà avec les quartiers nord, même si moi j'habite dans le 7e, hein. Mais j'ai le droit, quoi. Et c'est-à-dire, ça marche aussi comme ça. Quand on reproche à Samia Ghali qu'elle habite dans le 7e, j'arrive pas à comprendre. Elle n'est pas conne, elle vient des quartiers nord, elle sait ce que c'est. Elle a la possibilité d'habiter dans le 7e, elle y va. C'est pas un problème, quoi. Mais par contre, voilà, ce que j'espère, c'est qu'à un moment, il y a une raison qu'on aille dans les quartiers populaires, qu'ils soient nord ou ceux du sud, parce qu'il y en a, il y en a plein. Hein. Pour moi, les quartiers nord, ça n'existe pas, c'est un label. Et que les quartiers de relégation soient plus des quartiers de relégation. C'est pas facile, mais je pense que c'est justement uniquement par cet interculturel que ça sera possible. Et l'interculturel aidant, le politique se dira « Ah ben il y a des voies à prendre ». Et comme il est pragmatique, il dirait s'il y a des voies à prendre, eh ben, il y a quelque chose à y mettre. Ça marche comme ça, c'est pas scandaleux. À partir du moment où ça vote, eh ben, on va aller séduire ceux qui votent. Donc moi, c'est ce que je répète au quartier populaire en permanence. Votez, les gars. Vous changez tout. Hein. Je ne vous dis pas pour qui, j'en ai aucune idée. Votez. Mais ils te répondent, ils sont tous nuls, ils sont tous ceci, ils sont tous cela. C'est une erreur. Demain, les quartiers populaires de France se mettent à voter. Fin de l'histoire. D'un seul coup, ils vont avoir des piscines, des musées. Ça va se mettre instantanément. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Une ville comme New York a quand même été dans un état absolument déplorable au début des années 80. Et aujourd'hui, même s'il y a eu une gentrification sur Brooklyn, si tu prends Harlem, si tu prends le Bronx, il y a quand même des milieux populaires qui se sont maintenus et une amélioration de vie. En même temps, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être gagné. Ils ont d'autres problèmes au niveau de la santé, ils ont des problèmes au niveau de l'emploi aussi. Mais par contre, ils ont réussi des choses que nous, on doit pouvoir mettre en place aussi. Dont on pourrait s'inspirer. Merci beaucoup, Philippe, pour cet échange passionnant. Une dernière petite question pour me permettre d'enchaîner. Philippe, qu'est-ce que vous faites le 1er juin ? Vous êtes occupé samedi matin ? Je ne sais pas du tout, je ne m'en rappelle pas. Je pose ça dépend ce que je vais Non, je pose du proposer. placo, je crois, sûrement. Dans Demain Marseille, j'ai toujours eu envie de faire en sorte que les sujets dont je parle donnent envie de s'engager. Donc, le 1er juin, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Samedi Bien ? Par applaudissement. Ouais. Donc Samedi Bien, c'est un samedi par mois, le prochain est donc le 1er juin, où le concept, c'est qu'on vous a pré-mâché le travail. On a donc Mathilde qui est dans la pièce, qui travaille pour une structure qui s'appelle Benenova, a présélectionné une dizaine de propositions de bénévolat qui se font toutes sur la matinée du samedi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est vraiment de l'action très concrète. Le jour J, ça peut être de la construction. Je crois qu'il y a de la construction d'une piste de danse. Il y a des clean walk. Il y a de l'animation en EHPAD. Il y a vraiment plein de propositions différentes. Et donc le concept, c'est que un samedi matin par mois, vous pouvez aller faire du bénévolat et ensuite tout le monde se rejoint dans un lieu pour manger et faire la fête ensemble, parce que le bénévolat, ce n'est pas que des propositions un peu, j'ai envie de dire, désuètes. On peut aussi faire du bénévolat dans la joie. Et donc, je vous invite tous à regarder sur samedibien.fr toutes les missions qui sont disponibles.
J'espère qu'on se croisera tous au prochain Samedi Bien ou au suivant, hein, puisque je vous ai dit, ça a lieu tous les mois. Vous venez donc d'assister au pilote de Demain Marseille enregistré en direct. Si tout va bien, ce format sera lancé de façon mensuelle à partir de la rentrée dans un nouveau lieu qui va ouvrir à Marseille. Je n'en dis pas plus. Pour rester informé, donc vous pouvez vous inscrire sur la newsletter demainmarseille.substack.com. Et avant de conclure, je voulais remercier chaudement déjà Philippe et Gabriel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sans savoir où vous mettiez les pieds. Julien, évidemment, Julien Kirsch et Urban Prod qui nous reçoivent ce soir. Et Julien qui était à la régie et qui a été l'ultime coup de pied au cul pour lancer ce format. Donc merci Julien. Sabrina Magari qui est dans la pièce, je ne sais pas où, qui a pris des photos. Merci Sabrina, artiste aux multiples talents et notamment en com. Si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas, c'est une malade. Et puis un dernier merci un peu particulier donc à mon mec Marc qui était donc dans la pièce et qui a enfin écouté ce soir son premier épisode de Demain Marseille. Voilà. Merci à tous. Merci.